Inauguré en 1892 après 7 ans de travaux, le Palais des Beaux-Arts de Lille fait figure de pionnier dans une époque où les musées s'installent plutôt dans les abbayes. Un choix mais aussi une nécessité pour la ville. Les collections jusqu'alors étaient présentées dans l'ancienne mairie qui se trouvait place Riour et le local était devenu trop étroit et on ne pouvait plus exposer toutes les collections. C'est la raison pour laquelle la ville a consenti à construire ce palais sur cette place qui était donc désaffectée et elle voulait donc répondre au palais du gouvernement, c'est-à-dire à la préfecture qui se trouve de l'autre côté. Et pour donner le change à la préfecture, le musée affiche une façade imposante. Cet édifice s'inspire de l'architecture du XVIIe siècle qui privilégie le bel étage, c'est-à-dire le premier étage qui possède une élévation très élevée et qui est scandé par ces belles verrières qui présentent donc des motifs au centre qui incarnent chacun un art soit majeur, soit mineur. Autre spécificité, le style moderne du bâtiment administratif réalisé de 1991 à 1997 lors de la rénovation du musée. Les deux architectes ont eu l'idée de se réapproprier l'arrière du musée qui était occupé jusqu'alors par un jardin public et c'est comme ça qu'ils ont bâti un bâtiment qu'ils ont appelé bâtiment lame parce qu'il ne mesure que 7 mètres de profondeur. Et ils ont dressé ce bâtiment avec une façade de verre qui reflète la façade arrière du musée. Une rénovation qui a permis au musée d'étendre sa superficie de 15 000 à 22 000 m². Entre les murs des Beaux-Arts de Lille, une collection en faire tourner la tête. Rubens, Goya, Delacroix ou encore Monet, mais aussi des œuvres d'artistes lillois comme Carolus Durand. Carolus Durand est l'artiste le plus représenté au musée. Nous avons 18 œuvres de lui présentées dans les collections du musée. Nous n'avions pas ce genre de portrait familier, décontracté, et représentant un modèle, parce que généralement, les portraits sont des portraits de personnalité. Et justement, le côté exceptionnel de l'œuvre, c'est vraiment la façon dont il rend cette expression à la fois présente et absente de cette jeune femme un peu rêveuse. Et cette sensibilité se retrouve au niveau donc de la couleur, la façon dont il allie le fond bleu avec la chevelure rousse, et puis le vêtement grenat. Au rayon rareté, toujours, le musée expose un des premiers portraits de l'humanité. Ce sont en fait des portraits d'Égyptiens ou de Romains qui ont vécu en Égypte au début de l'ère chrétienne. Et au moment de leur mort, leurs portraits étaient enchâssés dans les bandelettes des momies. Et ici, même si on n'a plus la momie, on en a encore un témoignage évident. En fait, vous voyez qu'il est sur une couche très épaisse, qui est aujourd'hui très rigide, en fait, qui sont une partie des bandelettes de la momie avec les résines. Et donc, ça permet de montrer le contexte et l'utilisation de ces portraits. Au Louvre et au British Museum, on a encore quelques momies qui ont conservé leurs portraits, mais ça reste quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ah oui. Jusqu'à quelle époque ? Ça va à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e après. Tiens, on va aller jeter un œil chez Delrive. Philippe Laporte et Yannick Pellegrin sont en mission dans le Vieux-Lille. Objectif, dénicher des sculptures pour le Palais des Beaux-Arts. Bonjour, vous allez bien ? Oui, bonjour. Vous avez venu jeter un petit coup d'œil. C'est une galerie où je viens souvent pour acheter des œuvres. Et ces œuvres finissent la plupart du temps au Palais des Beaux-Arts de Lille sous forme de dons. On a voulu restreindre un petit peu nos recherches sur les artistes de la région, ou belges. Et par rapport au musée, par exemple les Constantin Meunier qu'on a prêté pour le musée pour une exposition provenaient de cette galerie. Infirmiers et gendarmes dans la vie, les deux quadragénaires sont des collectionneurs modestes. Ce qu'ils aiment par-dessus tout, partager leur passion de la sculpture pour la démocratiser. Je suis passionné par la sculpture depuis ma tendre enfance. J'ai à peu près 2000 ouvrages sur la sculpture, donc j'ai acquis une connaissance empirique sur le sujet, ce qui me permet de bien connaître les œuvres et les artistes qui m'intéressent, qui peuvent intéresser le musée et faire les achats en conséquence. C'est de la fierté et puis c'est du plaisir. C'est du plaisir à faire partager nos goûts. Ultime plaisir pour les deux amis, arpenter régulièrement la galerie de sculpture du Palais des Beaux-Arts et observer les visiteurs prendre des photos des œuvres qu'ils ont données au musée.
Effervescence au Palais des Beaux-Arts. Aujourd'hui, le dénombrement de Bethléem change de décor. Alors là, on va l'installer dans l'atrium. Pour l'exposition concerne l'acquisition du Bruegel. Quelques tours de roue et un étage plus bas, voilà notre tableau arrivé à destination. Dans l'atrium, la toile retrouve la pièce maîtresse de la future exposition, ce dessin de Jan Bruegel, récemment acquis par le musée. Notre volonté était d'attirer l'attention sur cette nouvelle acquisition, qui est la raison de ce focus. Donc le dessin se situera sur cette Siemens, il n'est pas encore installé, il sera installé en dernier. Et en entrant dans l'exposition, nous avons donc souhaité faire ce lien avec les autres membres de la famille Bruegel, en passant d'abord dans cette partie, à la gauche du dessin, avec la série des 7 péchés capitaux d'après Peter Bruegel, qui vont être accrochés là c'est en préparation d'accrochage, et puis en accompagnement donc le tableau du musée de Peter Bruegel le Jeune, le dénombrement de Bethléem. Dernière contrainte et pas des moindres pour les responsables de l'exposition, veiller à la conservation des œuvres. Pour les arts graphiques, l'accrochage ne peut être que de 3 mois et ensuite pendant 3 ans, on ne peut plus remontrer ces œuvres. Donc le dessin qui va être présenté dans 3 mois retournera en réserve. Alors, l'avarice. Ok. Là, en premier. Ça marche. Prends-le. Vas-y. Hop. On ajustera après. Première pause, justement une pause très classique, où d'emblée, quand on a affaire à ce type de pose, on se dit ça fait penser à de la peinture. Des corps nus, des amateurs de dessin, le tout dans un cadre grandiose. Le cocktail insolite d'une nuit au Palais des Beaux-Arts. La nuit du modèle vivant, c'est une nocturne étudiante qui est gratuite. Chacun vient avec sa feuille, son fusain et se trouve face à des modèles et à quelques conseils avec des plasticiens qui permettent justement de pouvoir faire le premier pas, le premier geste face à une séance de pose classique à l'intérieur même d'un lieu qui est complètement dédié aux beaux-arts. Un lieu qui multiplie les rendez-vous décalés pour démocratiser l'accès à l'art. La philosophie de toutes ces nocturnes, c'est d'ouvrir le musée au plus grand nombre parce que ce sont des collections publiques pour le public et aucun public, quel qu'il soit, ne doit être écarté. Donc, le fait d'être intimidé quelquefois par l'approche d'aller vers le musée doit être d'une certaine façon relativisé, doit être supprimé et ces nocturnes nous aident beaucoup justement à faire venir les gens jeunes ou moins jeunes pour la première fois. Une expérience qui semble porter ses fruits puisque depuis sa création en 2009, la nuit du modèle vivant fait régulièrement le plein de participants. Essaie de faire en sorte que d'emblée, tu vois, tu marques les choses mais légèrement et prends toute la largeur de la feuille comme ton voisin. Bienvenue à la piscine, un bâtiment qui, comme son nom l'indique, n'a pas toujours été un musée. C'était la grande piscine de Roubaix. Toutes les classes sociales ont appris à nager dans cet équipement. Donc il a fermé en 1985 parce qu'en fait, il a été construit en 1927 sous l'égide de l'architecte Albert Barr avec les premiers bétons armés. Les particularités de ces bétons étaient une fragilité extrême et donc il commençait avec la corrosion à se déliter et à tomber dans le bassin. Et donc André Diligent, qui était maire à l'époque, a décidé du jour au lendemain de fermer l'équipement. Et pour passer d'une piscine à un musée, quelques travaux ont été nécessaires. On voit derrière moi l'élément majeur du bassin qui a été agrandi latéralement par des pièces avec un mur aveugle pour permettre l'accrochage des toiles de grand volume. Et puis tout autour se trouvaient donc 2 étages de baignoires, donc les baignoires hommes qui étaient plutôt orientales dans le sol au rez-de-chaussée et des baignoires posées à l'étage pour les femmes. Et donc on a supprimé le plancher entre ces 2 niveaux de façon à pouvoir retrouver des espaces suffisamment hauts. Représentant le levant et le couchant du soleil, les 2 verrières qui encadrent le bassin ont également été préservées. Elles étaient fortement endommagées, c'était des verres du début 20e. Et donc là, on a commencé à travailler sur la recomposition, savoir est-ce qu'on gardait une partie des verres anciens ou on refaisait tout à neuf. Et puis en fait, on n'a pas pu les garder parce qu'il y avait de telles diversités entre les pigments. Même en essayant de s'approcher au maximum, c'était très très compliqué. Symbole du musée, ces verrières sont peu à peu devenues l'emblème de Roubaix.
Le musée La Piscine de Roubaix propose un voyage dans les 19e et 20e siècles. Ici s'exposent peinture, textile, art appliqué, mais aussi et surtout des sculptures. Généralement, on met peu de sculptures pour beaucoup de peintures parce que le public va plus vers la couleur que vers la forme. Ici, l'idée a quand même été vraiment de placer la sculpture au cœur du projet du musée, de restituer cette idée d'une galerie de sculptures décoratives autour d'une lame d'eau qui rappelle l'esprit du lieu. C'était, ce qui nous semblait, la façon la plus juste de faire rentrer la collection, et notamment cette collection de sculptures, dans le site de la piscine, qui reste malgré tout le plus bel objet de la collection du musée. Trônant le long du bassin, certaines pièces ont même une histoire bien particulière. Les deux sculptures qui sont derrière moi sont les plâtres originaux de deux grandes figures qui décorent aujourd'hui la cage d'escalier d'honneur de l'Opéra de Paris, et elles représentent celle qui est à gauche, Lully, le musicien favori de Louis XIV, représenté donc par Schoenwerk, et puis l'autre représente Handel, le grand musicien surtout connu à la cour royale d'Angleterre, représenté par Samson. Donc on voit dans ces sculptures tout le souci du détail, de la vraisemblance, jusque dans le travail du textile, des costumes. Sous le siège de Handel, on voit le livre de la partition du Messie, qui est sa pièce de musique la plus célèbre. Et pour que les statues s'accommodent au mieux de la présence d'eau, la piscine a mis en place une machinerie spécifique qui traite l'air et limite le taux d'humidité à 50%. De quoi rassurer les visiteurs qui pourront profiter encore longtemps de ce spectacle unique. J'y suis quasiment tous les jours, enfin très souvent, très souvent. Maurice Decroix est un habitué de la piscine. Président des Amis du Musée depuis 2005, il ne se lasse pas des petits privilèges que lui confère son titre. C'est mon privilège, je peux effectivement y aller en dehors des heures d'ouverture du public. Et c'est vrai qu'il y a des œuvres devant lesquelles je vais me poser de temps en temps parce que j'aime bien, parce que je trouve ça merveilleux, puis parce qu'on ne les voit jamais de la même manière. Un tableau, on ne le voit jamais dans la même lumière, dans la même humeur. Il y a des moments où on a de la joie, d'autres un peu de nostalgie. Là, aujourd'hui, je le trouve très sympa. Puis comme en plus, il s'en va vers le large, et dans le jardin de la piscine, il y a du soleil juste cet après-midi, donc c'est sympa. Malgré son amour de l'art, c'est le hasard qui a amené ce sexagénaire à la tête des Amis du Musée. J'ai été la victime d'un complot amical. En fait, Bruno Godichon et la vice-présidente actuelle, Sylvie Chauvière, ont dit « Ah, ce serait bien, tu vas prendre ta retraite bientôt du journalisme, ce serait pas mal de donner un petit coup de main. » Et donc j'ai mis la main, le bras, et tout y est passé. Et c'est vrai que ça me prend un temps phénoménal. Mais en même temps, j'aime bien, je me plains pas. Moi, je dis toujours que la piscine, c'est un peu ma deuxième maison, parfois même la première, j'allais dire, parce que j'adore ce musée. Pour moi, c'est le plus beau musée du monde. Bon, mais j'exagère, bien sûr, mais c'est un lieu qui est vraiment étonnant. Bon, beaucoup de musées sont étonnants, mais pas comme celui de la piscine. Pourquoi le guéridon blanc ne viendrait pas jouer avec ce petit tabouret vert ici, puisqu'il serait en harmonie avec le guéridon qui est en dessous? Christian Astugueviel et ses créations investissent la piscine. On a travaillé avec la scénographe Frédéric Danels, et elle a inventé ce genre de module pour mettre en avant mes meubles. On a fait pour qu'il y ait deux niveaux de lecture, au sol et sur des socles hauts. Et les socles bas forment des espaces dans lesquels on peut présenter différents meubles. L'aménagement de la salle a duré à peu près entre 8 et 10 jours, entre agencement et peinture comprises. Et l'installation a commencé véritablement hier. On était vendredi, donc il nous reste à peu près 5 jours pour tout boucler, pour tout installer, pour placer toutes les vitres ici, pour placer tous les socles sur le champ doré. Donc c'est très court, parce qu'il y a aussi la signalétique, il y a le nettoyage, etc. Enfin, toutes les finitions, tout le détail. Donc le but de l'opération aujourd'hui, c'est d'installer toutes ces feuilles au mur. Donc pour ça, on va se servir d'un niveau laser, et puis plus on montera, en fait, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on se servira de la nacelle. On va faire très attention parce que ces feuilles cartonnées vont être retirées ensuite, et elles seront exposées ensuite à New York, donc il faut qu'on fasse très attention, ça va être une opération très délicate. Quand on a fini ça, on va l'enrouler de cordes. Après-midi créative à la piscine. Colle, ciseaux, carton virevoltent au gré de l'imagination des bambins. On est parti du travail d'Astugueviel sur le ressenti, sur tout ce qui est sensoriel, et on va aller traduire ce travail par différents matériaux. On a commencé d'abord par ce qui est
je dirais, le toucher ici, en travaillant par plusieurs matériaux, l'éponge, le polystyrène, ce côté doré qu'on trouvera dans l'exposition, donc on s'en inspire tout doucement. S'inspirer des adultes, certes, mais de façon ludique. Le but ici, c'est vraiment le plaisir. Je dirais pour un musée, c'est difficile pour un enfant de comprendre ce qu'il y a sur un tableau ou sur une œuvre. Donc on va les mener par un jeu et aussi avoir le plaisir de revenir et de regarder ou de rentrer dans un tableau. Le but, c'est de rentrer dans une œuvre. Alors, comment rentrer dans une œuvre? C'est de l'approcher par plusieurs manières. Il y a les ateliers, il y a les visites ponctuelles. Et au fur et à mesure de ces évolutions, l'enfant, il pourra créer par lui-même. Une approche pédagogique originale qui pourrait, pourquoi pas, susciter quelques vocations. Quand ça casse, on change, mais toujours arrêté avec un petit scotch au bout. Ça marche? C'est l'histoire d'une utopie, un rêve nommé l'âme, né en 1983 à Villeneuve-d'Ascq, de la générosité d'un passionné d'art moderne. Le collectionneur Jean Mazurel qui a donné sa collection s'est inspiré de musées néerlandais ou danois, qui étaient des musées comme ça d'art moderne avec beaucoup de vitres, beaucoup de lumière naturelle. Et puis cette présence de la brique qui signe un peu l'architecture du Nord et aussi cette idée du parc de sculpture. Donc il a montré ses modèles à l'architecte et donc c'est cette idée finalement que l'art doit s'offrir à hauteur d'œil, non pas dans une sorte de dignité qui vous écrase, mais comme si vous étiez finalement chez vous, dans votre salon. Du salon au jardin, il n'y a qu'un pas. Ici, Calder côtoie Picasso et cette monumentale sculpture intitulée Entre fiction et réalité, créée spécialement pour le musée. Le musée ondule le long du parc, donc la sculpture ondule. Le musée a une sorte d'entrée décalée qui n'est pas vraiment au centre du bâtiment, donc la sculpture est décalée par rapport à cette entrée. Le musée travaille la transparence, donc Dicken crée une sculpture creuse. Une transparence que l'on retrouve dans l'extension ajoutée en 2005 pour abriter une donation d'art brut. Chaque panneau de béton a été moulé de manière unique autour de ces formes et donc c'est une sorte de dentelle de béton qui permettent de l'intérieur de continuer à avoir une vue sur l'extérieur et ils décorent en même temps le bâtiment. Grâce à cette extension, le LAM dispose désormais d'une surface d'exposition de 4000 m². Bienvenue au LAM, ses collections d'art moderne et contemporain, fidèle reflet de la passion de Roger Dutilleul et de ses héritiers donateurs, les Mazurel. Un musée à l'image de cette salle consacrée à Fernand Léger. Cette salle est caractéristique du fait que c'est un musée de collectionneurs et qu'on n'a pas essayé de le rendre encyclopédique, qu'on n'a pas essayé d'en faire un livre d'histoire de l'art sur le XXe siècle, mais finalement la représentation du goût d'un collectionneur. Et c'est aussi pour ça que justement un des cœurs battants de la collection, c'est ce lien très fort entre Roger Dutilleul et Picasso et Braque qu'il a collectionné à partir de 1907, c'est-à-dire vraiment au tout début du cubisme. Vous avez ici 4 Braque qui sont 4 paysages. Puis ici, vous avez 3 natures mortes de Picasso, avec toujours chez Picasso presque une sorte de cours sur le cubisme avec cette nature morte, parce qu'on retrouve un peu le style de Cézanne ici, la pomme est encore ronde, la table est un peu écrasée ou remontée rabattue vers le plan du tableau, mais elle est encore réaliste. Et puis au fur et à mesure que l'on tourne, et il y a d'ailleurs une sorte de dynamique circulaire dans le tableau, le réel semble se décomposer en facettes. Et pour rester au contact du réel, le LAM fait perdurer ses principes fondateurs. Une des grandes idées des Mazurel, c'est que le musée continue à être ancré dans l'art contemporain, que ce ne soit pas un musée qui se replie sur un art qui est disparu. Et par conséquent, depuis 1983, on acquiert régulièrement des œuvres d'art contemporain. Une politique d'ouverture qui a permis au musée de faire rentrer l'art brut au sein de ses collections. Entouré d'art brut, Savine Faupin est dans son élément. Grâce à cette passionnée, ses œuvres ont désormais une place à part entière au LAM. Quand l'art brut est arrivé, je me suis attachée à ces œuvres. Elles m'ont beaucoup intriguée, je dois le dire. C'était quelque chose qui m'a aussi beaucoup perturbée. Alors c'était pas forcément une évidence tout de suite, mais en m'attachant à les regarder, les observer, les étudier, puisque je ne connaissais que très peu d'artistes d'art brut quand la collection est arrivée en 1996 au musée. En fait, je me suis pris un peu au jeu.
du mystère de ses œuvres. Et derrière le mystère, parfois l'émotion. Quand je vois les œuvres d'André Robillard, j'ai beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est une œuvre qui est à la fois très riche, extrêmement inventive dans ses matériaux, dans sa façon de trouver des objets et de les assembler de façon complètement incongrue, et puis de les transfigurer. Pour moi, ce sont de véritables œuvres. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet accrochage, de montrer que ce sont des œuvres, qu'il faut les regarder comme des œuvres. Des œuvres que Savine Faupin aime transmettre aux visiteurs. C'est très agréable de pouvoir partager. Même si, je peux dire qu'il y a une part de moi-même dans cet accrochage, moi ce qui me plaît le plus maintenant aussi, c'est de voir les visiteurs déambuler. Et puis d'entendre des remarques, des réflexions, des surprises, des étonnements, des questionnements. Et puis des personnes qui peuvent parfois passer énormément de temps devant une œuvre. Et ça, moi, je suis ravie. Sur ce mur-là, elle est au centré, donc vous pouvez l'accrocher. Dernière ligne droite pour l'équipe du LAM, conservateurs, techniciens et artistes, s'affairent avant de livrer l'exposition au public. C'est toujours assez beau quand on reçoit les œuvres et qu'on les déballe, parce que c'est comme une surprise. Je trouve que ça a toujours un peu la dimension d'un cadeau, parce qu'on a tellement pensé l'exposition, justement d'une manière très très mentale, et quand les choses arrivent, elles s'incarnent. Une exposition et un parcours élaborés avec la collaboration de l'artiste. Marc et moi avons eu de bons échanges depuis un an. Nous avons prévu d'avoir différents ressentis dans les différentes salles, pour que quand vous rentrez dans l'exposition, vous ayez envie d'avancer, et c'est ce que je souhaite. Des orientations qui prennent forme petit à petit. L'idée, c'était de reconstituer une fausse agence d'architecture dans laquelle on ait 3 types de présentations différentes. On a des sculptures qui vont être sur des socles de façon très muséale. On a ces 3 tables qui sont plus légères et qui permettent de faire le tour comme si c'était une espèce de réserve dans laquelle les sculptures sont posées. Et on a des vraies tables, comme des tables d'architectes, comme si là on était en train de travailler dessus. Ne reste plus aux visiteurs qu'à se laisser guider. Bienvenue au LAM, on va faire de la peinture. Alors regardez, j'ai mis des formes et on va essayer de faire en sorte que les formes elles se croisent et elles se décroisent. Et puis tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir les formes avec une couleur. Et on va avoir une grande mosaïque après de couleurs et de formes. L'idée ici, c'est de les initier aux formes géométriques, mais aussi aux couleurs primaires. Alors on ira voir ensuite la cabane de Daniel Buren, où lui aussi joue avec les transparences, la lumière, les couleurs, etc. Et c'est tout simplement une façon ludique de rentrer dans la matière, de rentrer dans la lumière. C'est une autre façon de visiter le musée par la pratique. C'est un atelier famille, ici on appelle ça un atelier main dans la main. Mais il y a vraiment l'idée que tout le monde est ensemble. On va attendre que ça sèche. Et ce qu'on fera, c'est qu'on fera des petits morceaux. Comme ça, vous pourrez emmener un petit morceau à la maison pour avoir un souvenir du musée. Ça marche ? Alors on va se balader maintenant dans le musée. Je vais vous montrer des petites choses, vous allez voir, qui ont peut-être un rapport avec ce qu'on a fait. On y va ? Oui. C'est parti ? On va aller se balader un petit peu dans cette petite cabane. Alors, vous comprenez pourquoi je vous emmène ici dans cette cabane ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est un rapport avec notre peinture. C'est un rapport avec notre peinture. Qu'est-ce qui est pareil ici ? Les couleurs. C'est vrai. Il y a des couleurs partout dans tous les sens. C'est vrai. Au départ, dans cette cabane, d'ailleurs, il y a combien de couleurs ? Au départ, hein ? Il y a 3 couleurs, c'est bien.